Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Éric de Nessé, qui était un petit peu introduit par nos agriculteurs énervés, vous l'avez entendu, pour parler des BRICS et de géopolitique. Éric de Nessé, merci d'être avec nous ce matin, spécialiste du renseignement et d'intelligence économique, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. Et comme toujours, on reprend cette actualité internationale avec vous. Peut-être commencer par ce qui se passe là en Ukraine et ce qui se dit aussi sur le front ukrainien. Ouais, on va commencer par ce que vous appelez les bellicistes. Oui, parce que la guerre en Ukraine continue, cher Clémence, ça a beaucoup divisé les Européens, que ce soit sur l'envoi des troupes ou sur l'utilisation des armes. Effectivement, on observe que deux camps se dessinent. D'un côté, les bellicistes. Alors, les premiers sont bien sûr le Royaume-Uni, qui depuis début mai a autorisé les Ukrainiens à utiliser leurs missiles Storm Shadow. Et puis, dès mi-mai, Jean-Louis Bourlange, à l'Assemblée nationale, à son tour, dit qu'il était temps d'aider les Ukrainiens et les autoriser à utiliser l'arme française. Puis le chef de l'OTAN, l'ancien Premier ministre norvégien ont abondé dans le même sens, jusqu'à Emmanuel Macron qui, lors de sa visite en Allemagne, a déclaré qu'il était là aussi légitime d'aider les Ukrainiens à se défendre et à utiliser les armes. Mmh. Et puis, le plus important, mais c'est à la fois paradoxal, c'est que les Américains font sur ce sujet un pas en avant, un pas en arrière, Blinken, après avoir dit qu'il y était opposé lors de son voyage en France, a dit qu'il y était favorable. Oui. Un porte-parole de la Maison-Blanche, le 28 mai, a déclaré que il ne voulait pas que l'Ukraine utilise les armes américaines pour tirer sur le territoire russe. Puis Biden a donné son accord, mais en même temps en mettant de telles limitations sur la volonté uniquement de cibler les départs des lieux de bombardement qu'on se demande finalement ce qu'ils veulent. Et pour couronner le tout, pas plus tard qu'hier, Julian Smith, qui est la représentante permanente des Nations Unies auprès de l'Alliance Atlantique, a déclaré que les Américains n'avaient pas pris de décision. Donc tout ça est extrêmement flou. C'est à la fois beaucoup d'indécision, un grand jeu de bluff. Malheureusement, on voit que les lignes rouges qui avaient été, je dirais, données aux Ukrainiens depuis le début de la guerre ne sont pas respectées. Et surtout, on voit des déclarations absolument, je dis bien stupides, de la part de deux chefs d'État lituaniens, enfin trois chefs d'État lituaniens, estoniens et finlandais. Je rappelle que ces trois pays, à eux seuls, ne représentent même pas 10 millions d'habitants, qui parlent de détruire la Russie, voilà, mettre la Russie à genoux. Alors ces petits États qui ne représentent même pas une région française, aujourd'hui essaient de faire basculer l'Union européenne et l'OTAN dans une attitude extrêmement grave. Mmh. Ça doit être dénoncé. Et J'ajoute géographiquement, on peut comprendre aussi leur ton plus énervé tout à que, fait que le reste de l'Europe centrale. que leurs préoccupations soient légitimes, que leur discours soit dur, oui, mais que leur discours part dans comment dire, de telles inepties, ça doit quand même être Mmh. signalé. Et Oui, puis oui. face à ce camp des bellicistes, on voit qu'il y a d'autres pays qui sont plus prudents. Le Premier ministre bulgare a déclaré qu'aucun militaire ne serait envoyé en Ukraine et qu'il lutte contre la désinformation qui essaie de le faire croire. Même chose selon le président roumain Iohannis. Également, nos amis italiens disent qu'ils sont opposés à l'utilisation d'armes qu'ils ont livrées à l'Ukraine. Giorgia Meloni l'a dit. Et puis, Matteo Salvini, qui est toujours impayable, a également réagi aux déclarations de Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, Tout le temps, en oui. disant que ce monsieur doit soit demander pardon, soit démissionner. C'est amusant parce que c'est lui qui avait dit il y a quelques jours que Macron devait se faire soigner. Mmh. J'ajouterais que le Parlement suisse hier s'est opposé au financement de 5,6 milliards de dollars à l'Ukraine. Ça aussi, c'est important, bien qu'il ne soit pas dans l'UE. Voilà, tout ça aussi, nos amis allemands ont donné une autorisation du bout des lèvres, tout comment dire, en s'irritant profondément de voir Emmanuel Macron essayer de jouer le leader du vieux continent. Et ça, c'est quelque chose, on sait, qui énerve beaucoup Berlin. Et j'ajouterais d'autant plus que Mediapart a révélé une affaire très intéressante. C'est parmi les 12 000 soldats ukrainiens entraînés sur le territoire français, on a nombre de néo-nazis qui se manifestent par des tatouages, par des discours, par des photos. Et ça, bien sûr, le reste de la presse le passe sous silence. Alors, si on passe de l'autre côté et qu'on s'intéresse à la situation en Russie. Alors, effectivement, côté russe, on voit bien que le front bouge, que les Russes grignotent le terrain, mais pas d'avancée majeure. Donc, il n'y a pas une modification très sensible de la menace. Euh, il y a quelque chose de très important qui s'est produit. Les Russes ont reconnu finalement, après avoir pointé du doigt l'Ukraine et les Occidentaux, que l'attentat du Crocus à Moscou avait bien été fait par l'État islamique. C'est l'attentat du 22 mars. Mmh. C'est vrai qu'on a été assez choqués de voir les Russes accuser directement les Ukrainiens et l'Occident.
Et puis, en parallèle à ce qui se passe en Ukraine, on voit aussi une grande campagne anticorruption se mettre en place à Moscou et qui touche essentiellement l'entourage de l'ancien ministre de la Défense Shoigu. Et c'est d'ailleurs le plus grand nettoyage que l'on observe depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. D'accord. Alors, peut-être juste une question puisqu'on reste un peu sur la Russie, d'actualité puisqu'on a cette histoire des cercueils qui ont été mis au pied de la tour Eiffel, ce samedi. Hem et selon les informations, enfin selon la police, elle serait liée à l'affaire dite des Mains rouges et donc liée à une affaire d'ingérence étrangère a priori russe. Comment vous réagissez aussi à ces informations? Alors, je réagis de 2 façons, enfin même de 3 façons. La première, c'est que je ne suis pas sûr que déposer 3 cercueils devant la tour Eiffel, même si c'est scandaleux et stupide, influe beaucoup sur l'opinion française. Ça me laisse un peu songeur. Ce sont des manœuvres qui sont très grossières et très stupides. Maintenant, je n'écarte pas le fait qu'une puissance étrangère le fasse, mais rien ne nous indique pour l'instant que ce sont les Russes. On peut imaginer que ce sont les Azéris ou d'autres pays qui veulent profiter du climat. Maintenant, si ce sont les Russes, je dirais, c'est encore une fois, c'est très grossier. Mais quand on se rappelle que malheureusement, nous avons mis des sanctions sur ce pays, que nous envoyons des armes à l'Ukraine, que nous envoyons des conseillers militaires, je dirais, même si c'est regrettable et qu'on doit lutter contre ça, on comprend finalement que vu que nous sommes devenus adversaires, tous les coups sont permis. Voilà. Mais sincèrement, la portée de cet acte me semble assez pathétique, Oui. à la différence de certaines attaques informatiques et sur les réseaux sociaux qu'on observe. Beh, évidemment et c'est vrai que ça pose même question qu'on en fasse toute une communication en disant: «Oh là là, c'est l'attaque de la Russie». Mais si c'est ça l'attaque de la Russie, on a envie de dire, c'est quand même pas bien grave entre ça et les punaises de lit. Y a pourquoi ne se concentre-t-il pas sur les véritables sujets? Oui, alors j'ai envie de dire, ce ne sont pas des pratiques qui correspondent à ce que l'on sait des méthodes du SVR ou du Mmh, FSB. Est-ce que ce ne sont pas des initiatives individuelles? Est-ce que ce n'est pas un autre État? Pour l'instant, mmh, seuls les services de renseignement ont les éléments. bien Là, sûr. je n'ai pas d'informations supplémentaires. Bien sûr. Alors on part, en Nouvelle-Calédonie, là pareil, cette fois-ci c'était d'autres ingérences, celles des Azéris, puisqu'il était question des manœuvres informationnelles, azerbaïdjanaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, d'ailleurs, ça peut faire le lien avec ce qu'on vient de dire Oui. sur les cercles devant la tour Eiffel. Effectivement, on voit que depuis que la France soutient l'Arménie, les Azéris multiplient les actes d'hostilité à l'encontre de notre pays. On en a parlé dans des précédentes chroniques, mais là, on le sait, on le voit encore mieux sur la Nouvelle-Calédonie et sur l'ensemble d'ailleurs de l'outre-mer français, puisque le groupe de Bakou vient d'inviter à Bakou, dans la capitale azérie, justement, les indépendantistes polynésiens, après avoir invité, et avec d'ailleurs les indépendantistes des Antilles et de Nouvelle-Calédonie. Donc ce pays continue ses actes d'hostilité évidente à l'égard de la France et nous continuons, nous, à leur acheter du pétrole via l'Union européenne. Donc là, il y a une véritable incohérence. Ce pays nous menace beaucoup plus directement par ses actions que ne le fait la Russie, même si c'est devenu de facto un allié majeur de Moscou en raison de la politique que nous avons à l'égard de l'armée. Incohérence que partage également, l'État d'Israël et on va se pencher un peu sur la situation en Israël. Oui, alors l'État israélien ne cesse de déborder malheureusement dans ses actes. On a appris que depuis 2021, le Mossad, et notamment par l'intermédiaire de son ancien directeur Yossi Cohen, avait mené une importante opération pour infiltrer et surveiller et influencer les décisions de la Cour pénale internationale, notamment à l'égard d'une de ses procureurs, Fatou Bensouda. Alors on a eu la totalité des actions de renseignement, les pressions, les écoutes téléphoniques, l'intimidation, les menaces physiques, le fait de surveiller, de s'en prendre à ses enfants, pour que bien sûr la CPI ne déclenche aucun mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Ça a ralenti les opérations, mais on l'a vu, ça ne les a pas arrêtés. Oui. Je dirais que c'est quelque chose de tout à fait indigne d'un État démocratique, surtout quand on voit les actions qui sont menées depuis le début de ce conflit. Alors encore une fois, il faut redire notre solidarité avec les otages et avec les familles des victimes, mais je veux dire le fait qu'ils aient été victimes d'atrocités aussi fortes ne justifie pas non plus l'importance des massacres que l'on voit de l'autre côté. Et on l'a encore vu cette semaine avec ce bombardement israélien d'un camp de déplacés à Rafah. 45 morts, près de 250 blessés, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Un certain nombre de médecins israéliens sortent depuis hier ou avant-hier aussi des témoignages sur les conditions de détention des Palestiniens sans qu'on sache exactement si ce sont des membres du bureau politique du Hamas, des combattants des brigades El-Aqsa ou des civils. Mmh. Donc tout ça commence à aller très très loin. Et puis pour terminer sur Israël, plusieurs points intéressants. On voit la montée et l'exaspération des relations avec les Égyptiens, qui pourtant étaient un allié proche d'Israël Oui. sur la question
de Gaza, mais la prise de contrôle d'un poste frontière fait craindre aux Égyptiens que les populations gazaouites se répandent dans leur pays pour fuir la zone des combats. Donc ils ont appuyé la décision enfin la démarche de la Cour internationale de justice pour demander l'arrêt des combats et je dirais obliger à la négociation. Ce qui a aussitôt déclenché à Tel Aviv la réaction de ministres d'extrême droite israéliens qui ont déclaré qu'ils étaient prêts à quitter le gouvernement de Netanyahou si celui-ci négociait ou, comment dire, baissait d'intensité la Ah oui, campagne qui dans ce sens-là. voilà. Alors, j'insiste pour terminer sur un point concernant Israël. Une décision a été prise en France qui me semble tout à fait pertinente et adaptée. C'est le fait d'avoir interdit aux entreprises israéliennes d'armement d'être exposants au salon de Rosatori qui se tiendra le 17 juin. 74 entreprises de l'État hébreu ont donc été priées de ne pas venir au salon. Malheureusement, on voit que Biden continue à livrer des armes. Et puis, aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, et je terminerai par là concernant Gaza, c'est que, en dépit de la situation, le leader du Hamas a continué à déclarer qu'il voulait libérer la Palestine du Jourdain jusqu'à la mer, ce qui rend quasiment les négociations impossibles. Bien Donc, sûr. on a affaire à des radicaux des deux camps qui sont extrêmement extrémistes, si je puis dire. Ouais, ouais, vous faites bien de le rappeler. Alors, on fait un tour du côté du reste du monde. Vous aviez 2 informations sur lesquelles, vous vouliez vous arrêter. Celle de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui, a décompté un millier de combattants syriens, venant des régions sous contrôle turc qui sont partis au Niger depuis 1 an. Oui, parce qu'on est polarisé bien sûr sur l'Ukraine et Gaza, mais il y a Oui, 2 points aussi qu'il convient de surveiller. C'est la manière dont les Turcs qui déploient régulièrement maintenant leur influence au Sahel et en Afrique du Nord. Et donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme, même si c'est une source toujours sujette à caution, oui, euh, subjective, on va dire. voilà, a révélé que la Sadat, donc la société militaire privée turque, qui avait envoyé des hommes combattre et en Syrie et au Karabakh, et maintenant, on est à près d'un millier de combattants envoyés au Niger et en Libye d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est préoccupant parce que ça contribue un peu plus à déstabiliser l'Afrique par rapport à ce que fait Wagner et au départ de la France. Et puis dernier point chaud qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention aussi, on voit malheureusement la multiplication des exercices militaires chinois extrêmement agressifs autour de Taïwan. Alors c'est vrai qu'on dit que les Chinois font beaucoup de manœuvres dans le but de préparer l'opinion à un futur rattachement de Taïwan avant le centenaire, donc en 2049, le centenaire de la République politique de Chine. Mais là, on commence à être inquiet parce qu'on pense que ça va au-delà de la gesticulation et donc c'est un sujet à suivre avec attention. Merci beaucoup, Éric Denessé. C'était absolument passionnant. Je rappelle, directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement. Merci.